Merci à vous tous. Je suis plus à l'aise pour parler debout, je trouve qu'on respire mieux, qu'on se déploie. Mais je vous rassure, je ne vais pas lire un texte, même si évidemment, dans les annales, on nous demandera de mettre en forme une intervention qui peut-être vous apparaîtra butinée d'un sujet à un autre, mais ça rend assez fidèlement compte, je crois, de la façon dont s'est opérée la prise de conscience pour moi, pour Ignacio, pour chacun d'entre nous finalement, à travers le monde. Pour commencer, j'ai eu envie de vous lire quelques phrases d'un roman que je suis en train de lire. Il se trouve que ce roman a été écrit par un observateur assez précieux de la vie contemporaine. C'est un Américain, Jonathan Franzen. Il a eu l'honneur de la couverture de Time il y a quelques semaines. Avant lui, Salinger, Nabokov, Joyce avaient eu cet honneur. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Time parle de lui comme d'un grand écrivain américain. Moi, ce qui me frappe, dans son dernier roman, Freedom, qui n'a pas encore été traduit, je crois, en catalan, comme dans le précédent, qui s'appelait Les Corrections et qui est paru quelques jours à peine après le 11 septembre 2001, c'est que finalement, nous éprouvons d'énormes difficultés à faire usage d'une liberté presque illimitée, loin du corset des religions, des rapports de classe ou des modèles hérités du siècle passé. Nous éprouvons une sorte de vertige devant l'ensemble des possibles. La phrase que je vais vous lire est sortie d'une description de l'état mental d'un homme qui, dans le roman, est une sorte de lobbyiste de la protection de l'environnement. Pour passer le temps, dit Franzen, Walter dressa des listes mentales de tout ce qui avait mal tourné dans le monde depuis qu'il s'était réveillé au motel. Accroissement net de la population, 60 000. Nombre d'hectares nouvellement couverts par l'urbanisme aux États-Unis, 400. Nombre d'oiseaux tués par des chats domestiques ou redevenus sauvages, 500 000. Barils de pétrole brûlés dans le monde, 12 millions. Tonnes de gaz carbonique envoyées dans l'atmosphère, 11 millions. Requins massacrés pour leurs ailerons et abandonnés flottant dans l'eau, 150 000. Ces chiffres, qu'il remettait constamment à jour pour passer le temps, lui apportèrent une étrange satisfaction. Il est des jours si mauvais que seule la perspective qu'ils deviennent pire encore, seule une descente dans une véritable orgie d'horreur peut les sauver. Alors évidemment, cet inventaire arithmétique nous laisse un peu éberlués, un peu stupéfaits et muets. À vrai dire, ce n'est pas une façon très optimiste de lire le monde, mais ça illustre à mes yeux, par-delà les nécessités d'une argumentation plus construite, le fait que la crise écologique, que la perception de la crise écologique est devenue une partie intégrante de la crise multiforme que nous vivons. Et j'ajouterais que plus encore que la crise financière, plus encore que les subprimes ou l'endettement, elle génère à la fois de l'angoisse et du découragement, parce qu'elle touche finalement à l'intime de nos vies, parce qu'elle interpelle de façon concrète le mode de vie, le mode de développement, et avec eux, les concepts même de croissance ou de développement. Alors évidemment, j'aurais dû peut-être, pour répondre à la commande que m'avaient passée les organisateurs de cette université d'été, et je les remercie évidemment du dialogue que nous avons eu pour préparer cette intervention, j'aurais dû peut-être insister sur ma place singulière dans l'histoire de la mouvance écologiste et sur l'expérience concrète que j'ai accumulée du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement au début des années 2000, à la mairie de Montreuil à la fin des années 2000. Mais en vérité, c'est presque impossible de rendre compte de cette expérience concrète et de s'inscrire dans le sujet de l'université d'été qui concerne quand même les crises, sans revenir sur un certain nombre de préoccupations qui sont aujourd'hui les nôtres et qui, petit à petit, sont mises en place au cours de la génération qui vient de nous précéder.
L'histoire de l'écologie, c'est un mot qu'on a appris à utiliser récemment, est extraordinairement récente au regard de l'histoire de l'humanité. Le sommet de Stockholm, c'est 1972. C'est le premier sommet des Nations Unies consacré à l'écologie et au développement humain, avec un lien entre ces deux sujets. Le sommet de la Terre de Rio, c'est 20 ans plus tard, en 92. Et dans quelques mois, on fêtera à Rio encore le 20e anniversaire du sommet de la Terre de Rio, le 40e anniversaire, finalement, de l'histoire humaine de l'écologie et de l'écologie politique. C'est très court, et pourtant, au fil de ces dernières années, on a eu le temps de développer des concepts et de les galvauder jusqu'à les rendre inaudibles et dérisoires. C'est en tout cas comme ça que je perçois le concept de développement durable, intéressant intellectuellement, de lier effectivement l'exigence d'une grande rigueur et d'une grande efficacité dans la gestion des ressources de la planète, l'exigence de la justice sociale et l'exigence d'une efficacité économique qui permette effectivement et la protection de l'environnement et le recul des inégalités. Si on devait définir aujourd'hui le développement durable, je suis sûr qu'on rajouterait une quatrième dimension qui a manqué à l'époque où la définition a été acquise, c'est évidemment la dimension culturelle et démocratique, parce qu'il n'est pas de développement durable sans appropriation par les habitants, par les citoyens, par les hommes et les femmes qui peuplent notre planète de ces concepts. Mais ce concept, disais-je, a été galvaudé aussitôt que défini. Le développement durable dans nos pays développés, plus on en parle, moins on en fait. On peut donner beaucoup d'exemples de cette situation. J'ai vécu personnellement un bon nombre des moments forts par lesquels la communauté internationale a affiché une volonté de changer de modèle de développement. Je pense à la Convention sur la biodiversité ou à la Convention cadre contre les changements climatiques. J'étais à Kyoto en 1997, ça a été rappelé par Lara tout à l'heure. J'ai fait la connaissance d'Angela Merkel, j'ai fait la connaissance aussi d'autres hommes et femmes politiques européens, grâce auxquels nous avons pu tenir tête aux États-Unis, qui auraient aimé vider de tout contenu le travail fait à Kyoto. Mais ce qui est sûr, c'est que si les politiques tout en haut ont pris alors leurs responsabilités, si les experts, les scientifiques nous ont alertés, il est évident qu'on en est resté là, un sujet de colloque, un sujet de mobilisation théorique, mais pas vraiment un sujet pour les citoyens. On est passé, en quelques années à peine, du déni à la prise de conscience. Le déni, je l'ai vécu. C'était l'époque, effectivement, où nous étions tentés d'en rajouter, dans la surenchère, dans la caricature, pour tenter de convaincre. À une époque, effectivement, celle des 30 Glorieuses, où les signes d'une dégradation des écosystèmes, les signes d'un épuisement relatif des ressources de la planète, notamment énergétiques, n'étaient pas encore massivement visibles. Mais ce qui est certain, c'est que la prise de conscience s'est faite de façon progressive. La réalité de la crise écologique a été rapidement reconnue, mais sa gravité, sa complexité, son caractère multiforme se sont mises en place vraiment petit à petit. Pendant des années, on a fait des sottises en croyant bien faire. Vous vous souvenez sans doute comme moi de ces programmes massifs de reforestation qui faisaient la part belle à l'eucalyptus qui poussait vite ou aux conifères qui acidifiaient les sols, des sols de plaine qui n'étaient pas faits pour ça. Vous vous souvenez de l'empoisonnement du lac Victoria par la perche du Nil et par l'impact dévastateur que ça a eu sur l'écosystème complexe du lac avec la diversité des poissons, mais aussi la diversité des modes de pêche permettant la survie de milliers de petits pêcheurs riverains. Vous vous souvenez aussi des débats interminables sur l'usage de certains produits chimiques. C'était l'époque où on pensait qu'il suffisait de limiter ou de contrôler un peu les doses. On n'avait pas la moindre idée de l'effet cumulé des faibles doses de certains de ces produits ou de l'effet des interactions entre produits chimiques différents.
on n'avait pas non plus la moindre idée que pour certains produits, l'effet n'était pas lié à la dose. C'était le cas par exemple pour l'amiante, pour les hormones, pour les rayons X. Ça s'est fait petit à petit. Alors, la prise de conscience a été lente et il faut bien mettre l'accent sur le fait que, parallèlement à la prise de conscience, s'est imposée l'idée que la protection de l'environnement était une contrainte et pas une opportunité. Le modèle dominant restait la croissance et l'illusion qu'un partage un peu plus équitable des fruits de la croissance suffirait à éradiquer la pauvreté et les tensions sur la planète. En vérité, les conséquences pour l'environnement apparaissaient de façon très majoritaire comme le prix à payer, un prix à payer finalement marginal du développement humain, et non pas comme une menace pour le développement ou la croissance elle-même. Le tout dans un contexte de grande ignorance de la réalité du fonctionnement des écosystèmes. Josefina Castelvi-Piulax nous a décrit hier un certain nombre de ces étapes de la prise de avant-hier, excuse-moi, un certain nombre de ces étapes de la prise de conscience. Elle se souvient forcément, comme vous, de cette époque où les scientifiques considéraient comme non problématique de déverser des bidons de déchets radioactifs dans les fosses océaniques. On avait l'impression que ça n'en remonterait jamais. Vous vous souvenez aussi sans doute de ces ministres en costume-cravate qui assistaient droit comme un i aux essais nucléaires français dans le Pacifique. Il faut savoir que quelques-uns de ces ministres l'ont payé cher. L'un d'entre eux, Gaston Palevski, est décédé d'une leucémie quelques années à peine après son exposition aux rayons X. Encore peut-on considérer qu'il avait eu le choix. Ce n'était pas le cas. Des hommes, des femmes, des enfants qui, en Polynésie, étaient invités à rejoindre l'Église sur les atolls les plus proches des essais nucléaires. On leur donnait de l'alcool pour les hommes, l'occasion d'un grand banquet pour les femmes et les enfants. Et puis quelques heures après l'essai, on les laissait repartir dans leur village sans aucune mesure, évidemment, et sans aucun suivi sanitaire. Alors, vous allez me dire, on n'en est plus là. C'est peut-être vaguement fatigant d'ailleurs de reparler de cette époque, mais c'est vrai que j'ai vécu, moi, c'est pas si vieux, cette époque où les écologistes apparaissaient comme des pessimistes, manquant de confiance dans l'ingéniosité et l'innovation humaine, apparaissaient comme des ennemis du progrès, des personnes hostiles à la science et à la technologie, une technologie qui, à l'époque, se proposait de maîtriser la nature, d'en faire façon. J'ai envie peut-être de revenir un peu plus longuement sur cette époque parce que je ne crois pas qu'on en soit réellement sorti. La prise de conscience s'est opérée de façon inégale selon les sujets et dans les différentes parties du monde. Elle s'est opérée de façon différente selon qu'on constatait des phénomènes réversibles sur lesquels l'être humain pouvait avoir une prise, ou selon que, plein de nostalgie ou de détestation de nous-mêmes, on décrivait des phénomènes irréversibles. Josefina Castelvi a évoqué, il y a 2 jours, la 6e grande vague d'extinction des espèces. C'était la disparition des dinosaures. Aujourd'hui, on nous dit qu'une 7e grande vague d'extinction des espèces est en cours, 10 fois, 100 fois, peut-être plus importante qu'aucune de celles qui l'a précédée. Nous sommes bien d'accord pour dire que ce n'est pas forcément une catastrophe. Certaines espèces vont disparaître, d'autres vont apparaître. Simplement, le chiffre qui est avancé par certains experts, qui ne sont pas des écologistes fanatiques, est assez effrayant. On considère que 40 à 50% des espèces de la Terre pourraient, quand je dis de la Terre, c'est aussi des océans, pourraient disparaître au cours du siècle qui vient. Les causes en sont multiples. L'exploitation, bien sûr, de certaines de ces espèces, la disparition ou la fragmentation de leurs habitats, les changements climatiques, les épidémies. C'est vrai qu'on est peut-être un peu en peine pour déplorer la disparition du virus de la variole
ou le fait que la modification du génome de certains moustiques permettent de faire disparaître ceux qui sont responsables de maladies terribles pour l'être humain, comme le paludisme. Mais ça pose problème quand même que cette disparition irréversible se fasse de façon impensée, de façon non réfléchie par l'espèce humaine. La prise de conscience s'est installée en contrepartie d'une rhétorique défensive assez bien huilée. Et là, je ne veux pas simplement évoquer le travail de lobbies puissants qui nient l'évidence. Vous connaissez comme moi le lobby de l'amiante, le lobby du nucléaire, le lobby du pétrole. Vous avez évidemment peut-être regardé ce film qui décrivait la façon dont le lobby du tabac avait essayé de convaincre les Américains que fumer n'avait aucune conséquence pour la santé, voire que ça pouvait même améliorer le bien-être et la qualité de vie des fumeurs. En vérité, ce à quoi je faisais allusion, c'est plutôt à cette idée dominante selon laquelle on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui poursuivra l'activité nocive. Si on renonce, quel en sera l'impact sur l'emploi? Et puis, si je suis le seul à faire l'effort, et compte tenu de ce qui se passe en Chine, en Inde et ailleurs, mais à quoi ça sert? Et donc, on a une vraie difficulté à avoir un débat adulte sur ces questions, l'écologie étant fréquemment décrite comme une contrainte fâcheuse, donc je l'ai dit tout à l'heure, empêchant le développement et le business comme d'habitude, comme si le mépris de l'environnement lui-même n'avait pas un coût extravagant. Et là, je ne parle pas seulement de la disparition de certaines espèces ou de la disparition de terres arables ou de matières premières non renouvelables, je parle aussi au coût collectif extravagant de ce système qui nous conduit à financer la dépollution après avoir financé la destruction. On peut en donner beaucoup d'exemples. J'en donnerai un seul qui concerne le sud-ouest de la France. Vous savez que les maïsiculteurs refusent avec une certaine obstination de déclarer leur captage d'eau et de payer l'euro. Ce sont donc les usagers domestiques qui assument sur leur facture d'eau non seulement le coût des activités agricoles, mais aussi évidemment la dépollution ensuite de l'eau polluée par ces pratiques agricoles qui ne sont pas maîtrisées. Ignacio, lors de la première soirée de cette université d'été, a évoqué d'une façon très politique et à mon avis très juste cette mécanique qui conduit systématiquement à privatiser les profits et à mutualiser les pertes. C'est vrai dans le domaine financier, c'est vrai dans le domaine de l'environnement. Quand on considère que les espaces naturels ne valent rien, que la complexité et l'équilibre des écosystèmes ne valent rien, et que les industriels ou les pouvoirs publics peuvent en utiliser librement non seulement l'usufruit et les intérêts, mais aussi le capital collectif, on est vraiment en difficulté. D'ailleurs, je n'ai pas insisté là-dessus, mais vous l'aurez bien compris, si nous sommes si préoccupés, c'est parce qu'on est passé en quelques années, en un siècle, en fait, depuis les débuts de la révolution industrielle, d'une économie de cueillette. On prenait ce dont on avait besoin, et la nature, cas un cas, reconstituait le stock d'air, d'eau, de terre, de biomasse, de poissons, etc., etc. Aujourd'hui, on est passé à une économie de prédation. On prend plus que ce dont on a besoin. On met en péril l'équilibre et on s'interdit, évidemment, compte tenu de l'ampleur des prélèvements, de confier à la nature le soin de rétablir la situation. En fait, quand j'étais au ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, j'avais d'excellentes relations avec le monde des affaires parce que j'ai compris, je crois, comment ils s'expriment. Ils font deux colonnes, les avantages et les inconvénients, les profits et les coûts. Et je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça si on veut décrire la crise écologique avec les mots de l'économie de marché. Je dirais que pendant des millénaires, on s'est contenté de dépenser les intérêts, et puis là, on est en train de manger le capital. Alors, ma thèse, et elle est partagée par la plupart des écologistes, c'est que partout, à travers le monde, ce sont les pauvres, ce sont les exclus qui vivent dans les environnements les plus dégradés, qui subissent les premiers
les conséquences de l'épuisement des ressources, les conséquences des décisions légères, de l'absence d'anticipation, de la soif de profit en matière d'environnement. La cause principale de la destruction des écosystèmes, de l'épuisement des ressources, de l'appropriation par quelques-uns de la rente écologique, comme Ignacio l'a bien décrit le premier soir, vous vous souvenez, il a évoqué cette dette que nous avons à l'égard des pays du Sud pour ce qui concerne le pillage de leurs ressources végétales et le brevetage du vivant de ces pays. La cause donc, principale de cette destruction, c'est la même que celle de l'exploitation des hommes. C'est la soif de profit, du profit à court terme, ce qui, soit dit en passant, est une démarche totalement anti-économique. Moi, je trouve assez normal que les entreprises veuillent faire de l'argent, mais je trouve totalement délirant de voir leur obstination à scier la branche sur laquelle elles sont assises en souhaitant effectivement faire du profit massif rapide, en sachant que ça met en péril l'avenir. La soif de profit, dans une société où le bonheur se réduit de plus en plus à l'accumulation de biens matériels, de biens de consommation éphémères, conçus délibérément pour être non durables. Vous connaissez ça tous par cœur. Dans ce contexte-là, évidemment, nous avons à travailler sur ce que pourrait être une sobriété choisie. J'y reviendrai tout à l'heure. L'idée, elle est toute simple, hein, moins d'emballage, moins d'obsolescence programmée, moins d'accumulation de biens matériels, plus d'intelligence, plus de culture, plus de partage. Je peux vous dire tout de suite, sans lever le voile exagérément sur mon expérience de maire de Montreuil, qu'à Montreuil, la majorité de la population qui est issue d'une immigration récente ne partage pas du tout mon avis. Quand on a été privé de tout, on n'a pas forcément envie de sobriété. On a envie d'avoir accès enfin à cette consommation multiforme qui faisait tellement envie sur les écrans de télévision qu'on captait par la parabole. Le deuxième élément de ma thèse, c'est qu'il est encore temps de choisir. Il est de moins en moins temps, mais il est encore temps. Ce qui est en cause, ce n'est pas la question de savoir s'il va falloir changer ou non. C'est la façon dont ce changement s'opérera. Son rythme, ses modalités et les moyens dont nous disposerons pour rendre ce changement supportable, vivable, même désirable par les plus fragiles. C'est là le fondement de mon engagement écologiste. Moi, avant d'être écologiste, je suis démocrate, et avant d'être démocrate, je suis une femme de paix. Soit le changement s'opère de façon consciente, régulée, civilisée, démocratique, équitable, pacifique, en un mot. Soit il se fera de façon violente, avec une sorte d'apartheid planétaire où certains s'arrogeront le droit et les moyens d'une utilisation presque exclusive des ressources de la planète à leur profit, pendant que d'autres rameront avec les miettes. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de... Vous connaissez tous ça, ces compounds entourés de fils barbelés avec des gardiens qui permettent à des CSP+, comme on dit en France, ces catégories socio-professionnelles supérieures, de protéger leurs maisons, leurs jardins, leurs piscines, pendant que des pauvres airs vivent avec les miettes en périphérie. Moi, je ne veux pas que l'avenir, ce soit la possibilité pour une minorité de la planète de remplir des piscines et d'arroser des golfs, pendant que d'autres devraient acheter verre à verre l'eau de leur survie. Et donc, ce qui est en cause, c'est notre tranquillité, c'est notre sécurité, c'est je dirais la façon détendue dont on pourra concevoir l'avenir. Et chaque jour qui passe nous éloigne de cette possibilité de travailler de façon pacifique ensemble. Alors évidemment, je me suis un peu intéressée à ce qui se passait en Andorre et j'ai eu envie de vous dire quelques mots de quelques sujets qui peut-être vous préoccupent. Mais en même temps, je crois que le sujet n'est pas de détailler la politique andorrane des déchets, de l'eau, de l'énergie, etc., ou des transports publics. Ça n'est pas le sujet. Simplement, notre modèle de développement n'est évidemment pas supportable, n'est évidemment pas jouable,
Il n'y a pas de pire catastrophe écologique que d'imaginer qu'une majeure partie de l'humanité accède aux aménités positives, aux modalités de confort dont nous disposons ici. Alors, il ne s'agit pas forcément de se serrer la ceinture, mais au moins d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Politique des déchets, par exemple. Le chiffre d'1 kilo par personne et par jour s'est imposé dans les colloques et dans les documents grand public diffusés à nos populations. Vous aurez d'ailleurs noté avec quel soin nous donnons de bons conseils aux populations, alors même que nous sommes incapables de réduire parfois nous-mêmes notre propre émission de déchets. Ce 1 kg par personne et par jour, il ne tient évidemment pas compte de la masse inouïe des déchets agricoles, dont certains sont réutilisables. La bagasse, la canne à sucre, on peut la réutiliser, dont on ne peut pas faire grand-chose d'autre, même si en petite quantité on pourrait en faire quelque chose. Les vinasses des distilleries ou les lisiers des ports, on pourrait en petite quantité en faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Mais on ne prend pas non plus en compte dans ce kilo les déchets industriels, le relargage en mer de certains d'entre eux, les eaux usées, les rejets gazeux, etc. etc. Dans nos pays, on se donne volontiers bonne conscience en disant, bien sûr, quel que soit le sort final des déchets, la mise en décharge, l'incinération, on développera en amont des filières qui permettront une collecte sélective, un tri, une récupération, une réutilisation, un recyclage d'une partie marginale de ces déchets. En vérité, il va falloir changer de modèle parce qu'aucune des solutions terminales n'est dénuée de conséquences sanitaires et environnementales. Ça n'est pas faire insulte à Andorre que de pointer le fait que quand on construit une usine d'incinération, elle ne fonctionne dans des conditions optimales sur le plan environnemental, des émissions de dioxine, etc., que si elle est suffisamment alimentée. Et donc, la stratégie qui conduit à réduire les déchets, le volume des déchets, conduit aussi, si on veut faire fonctionner l'usine, à importer des déchets sur le territoire et éventuellement à réexpédier ailleurs, dans une station de traitement ultime des cendres et des fines, les résidus de cette incinération. Quand on parle des cendres, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. C'est 1/3 du volume des déchets qu'on brûle, hein, donc ce n'est pas rien. Deuxième difficulté, l'eau. Là encore, vous allez me dire, en Andorre, l'eau, ce n'est pas le souci, hein, ce n'est pas le problème, c'est vrai. Mais dans la plupart des pays européens, dans la plupart des pays asiatiques, en Chine par exemple, ou en Afrique, c'est devenu un problème majeur. En France, en Espagne, on est passé en quelques années de 150 litres à 200 litres d'eau par personne et par jour, en moyenne. Au Burkina, au Mali, on est à 15 litres, 20 litres pour tout, pour l'agriculture, pour la toilette, pour la cuisine, voilà, pour tout. Évidemment, le système est pervers, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, les usagers domestiques paient pour les agriculteurs et les industriels, mais aussi parce qu'on a toujours en France, par exemple, un système de tarification de l'eau inversement proportionnel à la consommation. Si vous êtes un gros consommateur, vous payez votre eau moins cher que si vous faites des efforts de maîtrise. Le troisième sujet dont je voulais dire un mot, c'est l'énergie. C'est l'énergie parce que mon pays n'est pas un pays modèle en la matière. En Espagne, 8 réacteurs nucléaires, en France, 58 réacteurs. Et pourtant, la France, qui continue à tenir un discours sur l'indépendance énergétique du pays, a une facture pétrolière à peu près comparable à celle de l'Allemagne, qui est un pays qui est présumé faire peu d'efforts, puisqu'il peine à limiter la vitesse maximale des voitures sur les routes, et qu'il a une part du nucléaire qui est beaucoup moins importante que celle de la France. Je pense que l'opinion a évolué ces dernières années. Tchernobyl, 26 avril 1986, en France, un mensonge d'État. Un mensonge d'État puisqu'on nous a raconté que, sous un gouvernement de gauche, il était hautement improbable que les molécules radioactives osent franchir la frontière de notre pays. Ça vous fait rire, sauf qu'il a fallu un procès que Noël Mamère, à l'époque, a gagné pour que soit reconnu enfin le fait que la contamination radioactive s'était évidemment opérée au même rythme que dans l'ensemble des pays européens. Tchernobyl avec un impossible bilan, 600 000 liquidateurs, 60 000 décès sans doute, des milliers de kilomètres carrés stérilisés durablement pour toute activité humaine. Je passe tout de suite à Fukushima Daiichi, où on nous a menti aussi. Quand je dis « on nous a menti », je ne sais toujours pas qui nous a menti. Est-ce que c'est TEPCO?
Est-ce que c'est le gouvernement japonais? Est-ce que c'est le gouvernement français? Ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu attendre le 18 mai pour que TEPCO puis le gouvernement japonais reconnaissent que c'est 5 heures à peine après le début de l'accident que le cœur numéro 1 de la tranche numéro 1 de Fukushima Daiichi a fondu. Moi, ça m'intéresse de savoir qui a menti. Est-ce que c'est pas, au fond, le lobby nucléaire français qui était trop content de vendre des systèmes de réparation? Si ce n'est pas le cas, je ne comprends pas que Nicolas Sarkozy, qui est tellement attentif et tellement présomptueux, qui aime tellement effectivement faire preuve de son importance, n'ait pas demandé des comptes au Premier ministre japonais. Pourquoi est-ce que je rappelle ces deux dates? C'est qu'au moment de Tchernobyl, c'était loin, c'était la Russie, c'était un État qui était en pleine déliquescence, et l'idée a dominé qu'on n'aurait pas les mêmes problèmes chez nous. Fukushima, ce n'est pas la même chose. Le Japon a été le modèle du partenariat exigeant et efficace, tant sur le plan scientifique que sur le plan politique, jusqu'à l'accident de Fukushima. Fukushima, c'est aussi la réponse à ceux qui nous disent que c'est impossible de sortir du nucléaire. Mais ça illustre assez bien ce que je disais tout à l'heure. On choisit ou on subit. Le gouvernement japonais subit. Il est en train, ces jours-ci, d'arrêter la 42e et la 43e des 54 tranches nucléaires japonaises, soit 80% de son parc nucléaire en moins. Alors vous allez me dire, le gouvernement japonais va démarrer des centrales thermiques. Il va émettre davantage de carbone. Il est hautement probable qu'il ne respectera pas les engagements de Kyoto. C'est vrai. On a le droit, pourtant, d'arbitrer, de choisir. Et moi, en fait, toute mon histoire politique, c'est arbitrer, c'est choisir. Sortir du nucléaire au risque de l'effet de serre. Personne n'est prêt à prendre ce risque. Mais en fait, les choses vont se passer comme ça se passe quand on essaie d'arrêter de fumer. Vous pouvez vous dire, je fume 30 cigarettes par jour, je veux passer à 29, puis à 28, puis à 27, puis à 26. C'est un scénario. On peut décider, pour ce qui concerne le nucléaire, d'arrêter chaque centrale une fois qu'elle arrive en fin de vie, ce qui donne le temps de préparer l'alternative. Chaque fois qu'on arrêtera une centrale, on aura préparé l'alternative en combinant la maîtrise des consommations et la diversification, en utilisant chaque source d'énergie pour ce qu'elle sait faire de mieux. Ou bien on se dit, on va arrêter de fumer, j'arrête tout du jour au lendemain, il est probable que je vais grignoter des sucreries, que je prendrai quelques kilos, mais mon objectif premier, c'est d'arrêter de fumer, mon objectif second, dans un deuxième temps, et ce sera plus facile, ce sera de reperdre les quelques kilos. Moi, je fais le pari que le Japon, après quelques années au cours desquelles ses émissions de carbone vont augmenter, va effectivement avancer vers la voie de l'efficacité énergétique et de la diversification, renonçant à un certain nombre de consommations débiles, débiles doublement, débiles au sens de ridicule et au sens de faible, comme l'indique l'étymologie latine. Vicente, tu nous as invités à midi à ne pas laisser tomber le latin. Alors, que faire? Que faire? Bien des scientifiques, bien des politiques, bien des militants associatifs ont sincèrement pensé qu'il suffirait d'apporter des informations à jour, des arguments rationnels pour convaincre et pour permettre d'engager le changement radical des modes de production et de l'organisation sociale qui permettait de limiter la casse. Mais moi, je pense que ça, c'est faux. Tout le monde connaît les dégâts du tabac. Est-ce que ça suffit pour convaincre d'arrêter de fumer? Ça marche chez certains qui sont mûrs, qui sont prêts, mais pas sur l'écrasante majorité. Moi, je connais les dégâts du sel et je mange trop salé depuis 30 ans. Moi, je considère au contraire que, d'une certaine façon, la description apocalyptique des désastres écologiques a un côté démobilisant. N'en jetez plus, c'est trop. L'impuissance et le découragement priment. On a tous, effectivement, vu
des films, des témoignages, des émissions coup de poing qui nous ont montré comment les forêts de Tasmanie brûlent, comment des engins forestiers énormes défrichent la forêt amazonienne, comment des produits chimiques utilisés en quantité permettent effectivement de chercher de l'or, comment des navires usines épuisent les côtes, enfin, les ressources halieutiques au large du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest, générant évidemment la famine chez les pêcheurs côtiers et l'épuisement des fonds marins. On a tous vu ces reportages dans lesquels on nous montre des usines atroces, dans lesquelles les êtres humains sont exploités et se dégoûtent puisque l'essentiel de leur travail, c'est d'accrocher des poulets à une chaîne qui va leur trancher le cou. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué qu'au cours des 15 dernières années, une bonne partie de cette industrie aviaire s'est délocalisée. C'était beaucoup en Bretagne, en France, par exemple. Aujourd'hui, c'est au Brésil. Au Brésil, parce qu'il n'y a à peu près pas de normes concernant le rejet dans les effluents des déchets de cette activité, déchets parfois solides, hein, les déchets de viande, etc., mais aussi parce qu'il n'y a pas de droit du travail et que le suivi sanitaire des personnes qui travaillent dans ces usines n'est pas assuré comme il le serait ici. Alors, on peut détailler tout ça. Moi, je considère que c'est à double tranchant. C'est à double tranchant et qu'il faut beaucoup de responsabilités pour dessiner à la fois ce qui dysfonctionne, mais aussi pour donner des pistes pour l'avenir. Et je pense qu'on s'est fixé comme règle dans la deuxième partie de cette soirée de vous donner des pistes. Je crois que c'est fondamental parce que quand même l'idée c'est pas de s'asseoir puis de dire c'est foutu, autant que je consomme moi aussi puisque l'apocalypse est proche. Il y a une cinéaste française qui est une femme extraordinaire qui s'appelle Marie-Monique Robin, qui a travaillé sur des sujets très, très variés. Et vous allez voir que le premier film qu'il a rendu célèbre pour le grand public en France, c'est un film qui montrait comment les soldats français avaient appris aux militaires chiliens ou argentins à servir des techniques de torture qui avaient été développées en Algérie. Hein. Puis ensuite, elle a fait un film qui décrivait le monde selon Monsanto. Et puis un autre qui s'appelle, enfin c'est un documentaire sur la base du livre qu'elle a écrit qui s'appelle Notre poison quotidien, qui montre effectivement comment les produits chimiques contaminent l'ensemble de notre chaîne alimentaire et l'ensemble de nos repas, de l'air qu'on boit, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, etc. Marie-Monique Robin est une lanceuse d'alerte. Comme le sont d'autres personnes, je suis sûr que vous en connaissez en Espagne et en Andorre et en Catalogne, etc. Mais ce sera une des propositions que j'ai envie de faire, que j'ai envie qu'on retienne, c'est que nous devons notre protection politique et civique aux lanceurs d'alerte. Ils n'ont pas toujours raison, ils se trompent parfois. Mais je me souviens de la façon dont mon ami André Cicolella, par exemple, a été cassé par sa hiérarchie, exclu de son labo de recherche, quand il a commencé à dénoncer l'impact sur la reproduction humaine et sur l'immunité des éthers de glycol. Ça avait été un grand progrès, les éthers de glycol. C'est le solvant dans lequel on dilue l'antibiotique qui sert à désinfecter les boutons des ados. C'est le produit qui a remplacé les solvants glycérophthaliques dans les peintures. Autrefois, les peintures puaient et séchaient lentement. Aujourd'hui, elles sentent beaucoup moins fort, elles sèchent bien plus vite. Elles sont très riches en éther de glycol et ça pose problème. Mais c'est aussi le produit qui permet d'imprimer les tickets thermo-imprimés dans les magasins, qui double les boîtes de conserve, etc. etc. Donc aujourd'hui, on dit oui, il faut enlever les éthers de glycol partout. André Cicolella a eu sa carrière cassée. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que c'est vrai qu'on sort d'une phase dans laquelle on disait on ne sait pas, et on continue à ne pas savoir sur beaucoup de sujets. Donc notre vigilance civique et le souci avec lequel on écoute non seulement les experts officiels, mais aussi les contre-experts et le savoir civique est essentiel. Il faut que j'accélère un peu, hein, je me rends compte que le temps passe. Alors, moi je pense que ça ne sert à rien d'effrayer. Ça ne sert à rien non plus de faire ce que les politiques ont fait pendant si longtemps. On a un discours super radical, déterminé, consistant. Je suis sûr que, monsieur le syndic, vous êtes là, madame la ministre, vous êtes là, vous devez céder à la tentation, je l'ai fait moi-même, de discours très courageux sur les réorientations indispensables. Mais les actes, ce sont des actes symboliques, ce sont des expérimentations.
On parle beaucoup, on agit peu, on se donne bonne conscience. Vous vous souvenez peut-être de cette mode, il y a une quinzaine d'années, des sablés, un peu étouffe chrétien, très denses, très enrichis en protéines, ça s'appelait les sablés millicales pour maigrir. Moi, à l'époque, j'étais encore médecin, et je recevais des dames, c'était surtout des femmes, il faut dire la vérité, qui mangeaient des sablés médicales et qui disaient « Mais je ne comprends pas, docteur. Pourtant, je les prends, les sablés. » Ils disaient « J'en prends 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir. » Puis je faisais un interrogatoire un peu plus poussé, puis je me rendais compte qu'ils prenaient les sablés en plus du régime hypercalorique qui était leur ordinaire. Et donc, pour le développement durable, ça va être comme ça. Ce n'est pas les affaires comme d'habitude, et puis un geste symbolique pour se donner bonne conscience à la marge. Hein. En plus, ça ne change rien. Donc, il va falloir passer à l'action et le faire de la seule façon qui vaille, c'est-à-dire en reconnaissant la complexité du défi. Grosse difficulté, les citoyens sont impatients, le politique est discrédité, l'état de grâce, autrefois on disait après une élection c'est 1 an, ensuite on a dit c'est 100 jours. Moi, je pense que si on a 3 semaines devant soi pour faire ses preuves, aujourd'hui, c'est le maximum. Mais dans ces conditions, faire le lien entre le court terme et le long terme, entre ici et ailleurs, reconnaître la complexité de la décision, reconnaître que selon la priorité qu'on se donne, on ne prendra pas la même décision, et expliquer pourquoi, c'est vital. Moi, je suis écologiste et je suis maire d'une ville pauvre, endettée, en Seine-Saint-Denis, dans l'Est parisien. Et les électeurs bourgeois, dont certains ont voté pour moi, me disaient « Mais j'espère que maintenant qu'on a voté pour une maire écologiste, on va passer au bio à la cantine. » Puis je leur ai dit « C'est pas possible. D'abord, la ville est pauvre, mais surtout, nous fournissons 11 000 repas par jour à midi aux enfants de la ville. Et puis, il y en a 2 000 qui sont exclus de la cantine parce que leurs parents sont chômeurs. On disait, il n'y a pas assez de place, on n'a pas assez de sous, donc les parents, les chômeurs sont à la maison, ils peuvent prendre leurs enfants à midi. Mais du point de vue de la justice sociale, c'était super contestable. Et on a fait une étude sur le passage au bio, et on s'est rendu compte, d'une part, qu'on n'arriverait jamais à fournir 12 000, 13 000 repas avec des produits fabriqués sur place. Faire venir du bio du Mexique, d'Argentine, de Chine ou de Pologne, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Le bilan écologique est désastreux. Mais surtout, que pour le prix du passage en bio, je pouvais, sans dépenses supplémentaires, accueillir à la cantine les 2500 enfants supplémentaires dont je n'étais pas sûre que ça n'était pas le seul repas équilibré de la journée qu'ils auraient. Nous avons fait le choix social, pas le choix écologique. Mais je peux vous dire que c'est un choix que je considère comme éminemment écologique, à condition qu'on explique. Alors, par quoi on commence? Sachant que c'est dur, et que je ne suis pas là pour vous décourager, mais pour vous donner de l'espoir. D'abord, convenir que c'est difficile, c'est vital. Quand on décide d'abolir la peine de mort ou de donner le droit de vote aux femmes, on prend une décision politique, elle s'applique. Quand on décide de conjurer la menace du changement climatique, le CO2, ça ne sent pas mauvais, et puis si on fait des efforts aujourd'hui, c'est ceux qui vivront après nous, demain ou après-demain, qui en recevront les bénéfices, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'inventer un nouveau modèle de vie démocratique, d'échange, qui ne tranche pas de façon absurde entre la démocratie représentative et la démocratie participative, qui ne se contente pas d'empiler des couches de bureaucratie et qui ne se contente pas d'ouvrir le parapluie pour mettre à l'abri les politiques invoquant la sagesse des experts. Je pense qu'il y a en général plusieurs chemins pour parvenir à un résultat. On ne les choisit pas au hasard, on doit évoluer les avantages et les inconvénients de chacune des pistes et on doit prendre à témoin les citoyens des chemins qu'on leur propose. C'est un peu comme en montagne. Si on veut atteindre un refuge, on se dit je peux peut-être prendre le chemin de chèvre, il est plus raide, il est plus difficile, et puis je risque de laisser des gens en chemin, ou bien je vais prendre un sentier plus tranquille, je suis sûre que tout le monde sera là, mais s'il y a un orage qui menace, on va hâter le pas, évidemment, quel que soit le chemin qu'on aura choisi.
Si quelqu'un reste en retrait, on l'accompagne, on allège son sac pour qu'il puisse rejoindre l'équipe. Ni l'autorité des experts, ni l'arbitraire du politique, la vitalité de la vie démocratique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a évidemment rien dit du tout. Dans certains domaines, il faut des réformes rapides, radicales, des ruptures, des révolutions. Dans d'autres domaines, on peut prendre le temps de réformes plus douces. La politique, comme l'économie, est une science inexacte, a dit hier Daniel Innerarity. Il faut le dire, les citoyens ne sont pas idiots. On décide en situation d'incertitude, il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits d'usage, il y a des marges de manœuvre incertaines. On a le droit de mettre en place les outils de suivi et d'évaluation qui permettent de revenir vers les citoyens pour leur rendre des comptes. Alors, pour moi, l'écologie, la protection de l'environnement et la justice sociale, ça va ensemble. L'écologie n'a de sens que si ça permet de vivre mieux. L'écologie, elle est populaire, ou bien elle ne mérite pas d'exister. L'écologie, c'est un projet émancipateur, bouleversifiant. Je ne sais pas comment les interprètes vont pouvoir traduire ça. J'ai cru comprendre que cette volonté de lier de façon très, très étroite l'expérience concrète du terrain, très pragmatique, et l'utopie, au sens où l'avait décrit Ignacio le premier soir, agaçait assez profondément tel ou tel de vos journalistes. C'est normal, ça se coud, c'est fait pour ça. Moi, je suis sûre en tout cas qu'on a beaucoup d'atouts. Dans mon travail quotidien à Montreuil, plus encore qu'au ministère, où on est corseté par le travail interministériel, les engagements internationaux, les rythmes de la construction européenne, etc. Moi, je me sers de tout ce que j'ai à ma disposition. La culture des résistants, la culture des alternatives de vie et des comportements innovants, la culture des utopies, de la modernité, la culture de gouvernement ou d'institution. Je pense qu'on n'est pas en train de faire du babacoulisme aigu, on est en train d'inventer les institutions adaptées au monde dans lequel on vivra demain. La culture du changement, ce n'est pas une ligne droite, c'est un archipel. C'est un archipel. Et l'idée, c'est effectivement de s'appuyer un peu à géométrie variable sur des forces qui bougent dans la société, qui nous contestent, qui nous bousculent, mais qui nous permettent d'avancer. Alors le sujet, c'était l'écologie, est-ce que c'est une évolution ou une révolution? Moi, je me sens très révolutionnaire dans mes buts de long terme, mais parce que j'ai constaté que les révolutionnaires sont en général des gens aigris au soir de leur vie pour avoir dû constater soit que la révolution n'avait pas eu lieu et qu'ils n'avaient rien fait, soit que la révolution s'était éloignée des idéaux de départ et qu'ils étaient frustrés et trahis, j'ai choisi d'être réformiste et radicalement réformiste dans mon mode d'action. Alors, je vais terminer par une phrase, peut-être, et j'aurai fait les 50 minutes qui m'avaient été proposées, pour dire que je suis maire d'une ville de 105 000 habitants dans l'Est parisien, je l'ai dit tout à l'heure, une ville très pauvre, une ville endettée, par 75 ans de communisme municipal où on considérait que toute dépense était légitime et que tout effort d'efficacité de la dépense publique était inacceptable. J'ai hérité d'un patrimoine extraordinairement dégradé, les trottoirs, l'éclairage public, les écoles, il y en a 57, vous imaginez, 57 écoles, les crèches, les gymnases, tout est en dessous de la ligne de flottaison. Et la première des tâches, donc écologiquement logique, c'est simplement de rattraper le niveau moyen d'équipement des autres villes, parce qu'effectivement, ce que vous avez fait dans vos maisons, en remplaçant les ampoules qui consomment beaucoup par des ampoules basse consommation, ça n'a même pas été fait dans ma ville. Mais évidemment, je fais tout ce que vous attendez d'une écologiste droite dans ses convictions, sur la primauté de nos transports collectifs, sur la construction de nouvelles écoles passives et d'une piscine épurée grâce à des plantes, sur la relance de la construction de logements passifs eux aussi, sur la maîtrise publique du foncier. J'ai revu les achats et les marchés publics avec des clauses sociales, d'insertion, de travail des handicapés, des clauses environnementales. Je pense que je suis une bonne élève de l'écologie pratique. Mais en même temps, ce n'est pas le message que je voulais vous passer, parce que décider à faire en tout temps et en tout lieu le lien entre les questions sociales et les questions écologiques, ancré au cœur d'une gauche qui ne se paye pas de mots. Ma priorité, ça reste la cohésion sociale, ça reste la culture,
Ça reste le sport, ça reste l'éducation, ça reste la jeunesse, ça reste la qualité des espaces publics, l'offre de jardins partagés, la mixité des espaces, la diversité des populations. Parce que si on ne vit pas ensemble, non pas comme une juxtaposition de communautés, si on ne prend pas conscience de notre communauté de destin à l'échelle de notre ville, pas contre les autres, mais avec les autres, alors ce sera très compliqué de faire comprendre qu'on a une seule planète à notre disposition. Et donc, j'essaie à chaque instant de faire les bons choix de solidarité, de sobriété, de responsabilité. Je dirais que ce qui définit le mieux mon travail de maire, c'est que j'essaie d'agir, comme on disait autrefois, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, il y avait, on promettait d'agir en bon père de famille, parce qu'évidemment les femmes n'avaient à l'époque pas grand-chose comme droit quand même. Mais donc, j'essaie juste d'être une personne rationnelle, responsable, d'anticiper plutôt que de subir, de me préparer plutôt que de réparer. Et j'ai l'impression que sur le temps long, ça pourrait porter ses fruits. Voilà. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, je ne serais peut-être pas réélue. Mais elles ont lieu dans 3 ans. Et je mettrai toute mon énergie pour que l'expérience se poursuive, pas parce que j'ai le chose à prouver en tant que personne, mais parce que je pense que c'est l'unique ville où, en vraie grandeur, s'expérimente le changement de société, le changement de comportement et d'habitudes individuelles et collectives, grâce auxquelles on pourra sauvegarder les valeurs démocratiques, liberté, solidarité, non-violence, coopération, sans lesquelles on peut tout de suite sauter par la fenêtre et passer à autre chose. Merci.